Bienvenue à cette journée d'anniversaire. Aujourd'hui, on fête les 5 ans de la fondation du syndicat des professionnels de la naturopathie. Voilà. Donc, on va passer une très belle journée ensemble. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez trouver le programme sans souci. Je l'ai déjà présenté pour ceux qui étaient là. On va être ensemble jusqu'à ce soir 20h. Donc, merci bien à vous qui vous connectez au fur et à mesure. Je me doute, c'est le dépôt des enfants à l'école, au collège, au lycée. Je sais que vous êtes certains à vous avoir dit je vais mettre l'intervention en bruit de fond pendant que je crée des articles pour mon blog ou des choses comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence. Je tiens à préciser que cet anniversaire et cette journée anniversaire ne pourraient pas exister sans bien entendu toute notre équipe de bénévoles, parce que c'est un gros boulot. Donc, je tiens à remercier principalement Alexandra, la trésorière, Jeanne-Marie, Fred et Mélissa qui sont derrière nous, les deux présidents, à essayer d'être la locomotive. Mais sans nos équipes de bénévoles, on n'y arriverait pas. Donc, un grand merci à vous tous. Merci aussi à notre équipe technique qui est au top, qui nous suit depuis 2 ans maintenant, les garçons. Olivier et François qui sont toujours avec nous sur les congrès en présentiel ou en distanciel. Et sans vous, franchement, je serais ultra stressée. Donc, merci à Olivier et François. Cette journée d'anniversaire ne pourrait pas voir le jour aussi sans des laboratoires partenaires qui nous soutiennent depuis longtemps. J'ai la chance de connaître Zacharia depuis un certain temps. C'est un des représentants du laboratoire Energetica Natura. Donc, voilà, coucou Zacharia. Bonjour Alexandra, bonjour Cosimo. Bonjour Zacharia. Voilà. Zacharia, il est tout terrain, c'est ce que je dis, ça fait partie des représentants de labo tout terrain. Je lui fais un SMS, je lui dis tu fais quoi dans 15 jours? Il me dit bah comme tu veux, j'arrive. Donc voilà. Donc vous verrez aujourd'hui que des représentants de laboratoire qui savent que nous au syndicat on fait comme on peut, que effectivement on a finalisé cet événement il y a qu'une quinzaine de jours parce qu'on avait beaucoup d'autres gros dossiers importants à traiter au syndicat. Et je dis un grand merci à tous les représentants de laboratoire et principalement à Zacharia, vu qu'il est en face de moi, comme ça je peux lui dire dans les yeux. Zacharia a décidé de nous faire une présentation de la berbérine. Je pense que c'est important. Je lui ai demandé de faire pas trop compliqué et vulgarisé, parce qu'on a décidé pour cet événement d'ouvrir à tous les professionnels de la naturopathie et aussi aux usagers de la naturopathie qui veulent en savoir plus et qui pourront ensuite aller sur notre annuaire et trouver un professionnel en naturopathie compétent pour aller consulter. Donc, voilà. Pour ceux qui sont des usagers de la naturopathie et qui ne comprennent pas tout, rassurez-vous. Nous aussi, on est professionnels depuis longtemps. Moi, ça fait très longtemps que j'exerce. Et des fois, quand Zacharia parle, je comprends pas tout. C'est pas grave. Faut prendre le temps de digérer. Je dis la vérité. Faut prendre le temps de digérer. Et des fois, on comprend 3-4 minutes derrière. Ouais. C'est l'avantage d'avoir des scientifiques ultra compétents. Voilà. Donc, ne vous mettez pas la pression. Si vous ne comprenez pas tout de suite, c'est peut-être qu'il faut que vous compreniez dans 2 minutes. Je suis obligée de faire ça parce que je sais que j'ai des étudiants à moi. Et la dernière fois, ils m'ont dit, c'était super, mais il faut que je le revoie 5 fois. Voilà. Donc, vous pouvez aussi revoir 5 fois. C'est bon. Bon, on va essayer d'aller doucement. Non, mais bon. En pas trop, ça veut dire que tu côtoies que des hypocrites, hein, Zach. Faut que tu le saches. S'ils ne savaient pas ça de toi, moi, je le sais depuis toujours. Ouais. Mais voilà. Alors, merci encore de ton invitation, Alex, et Cosimo, bien évidemment. Hein. C'est vrai que la dernière fois, c'était un plaisir de pouvoir partager certaines choses ensemble. Et vu les retours qu'on a pu avoir dans les questions à la fin, c'était voilà, ça fait toujours plaisir de communiquer et de donner un petit peu de connaissances sur certaines choses que l'on voit et à voir de l'autre côté tout cet enthousiasme. En tout cas, merci à vous de votre suivi et de vos commentaires, d'après ce que m'a dit Alexandra vis-à-vis de la dernière conférence qu'on a fait. Alors, au cours de l'invitation, c'est vrai que ça a été un petit peu précipité dans le sens en disant ouais, il faudrait faire en fait une intervention autour de quelque chose qui pourrait être intéressant. Bon, alors, essayons de cogiter, trouver quelque chose qui puisse amener un petit peu, comment dire, un suivi et de ce qui a été déjà dit la fois précédente et qui puisse amener aussi une appétence vis-à-vis de la composante naturopathique
et comment et par quel biais, quelle est la chose qui peut avoir un élément, on va dire, transversal dans l'approche qui puisse intéresser la curiosité de chaque naturopathe. Alors, c'est pour ça que j'ai mis le doigt sur cette plante qui est donc la berbérine, puisque quand je vous parle et quand on va parler de problématiques de dysbiose ou de problématiques de déséquilibre intestinal ou de problématiques de candidose, tout ça, ça vous parle. Quelles sont en fait un petit peu les substances que l'on peut utiliser? Bien évidemment, il y a plein de solutions qui sont proposées. Mais là, on va faire un focus sur cette plante que j'aime beaucoup parce qu'elle est multitâche. D'accord? Elle est multitâche avec une bonne réponse et des choses qui sont encore à creuser autour de celle-ci et qui vont, lorsqu'on verra tout à l'heure des choses un tout petit peu plus complexes, qui vont vous amener à des choses qui sont vraiment, vraiment intéressantes. On parlera notamment un petit focus aussi sur le cancer. D'accord? Donc, c'est parti sur cette berbérine. Alors, à la base, en fait, cette berbérine, c'est une substance qui est très utilisée dans la pharmacopée chinoise. D'accord? Elle présente plusieurs particularités de celle-ci, où on va avoir en fait des choses qui sont assez intéressantes. Bon, les particularités, les principales, sont que on va avoir deux types de variétés de plantes connues, d'accord, qui sont identifiées. En vérité, on va avoir trois variétés de plantes. Une est assez rare, mais deux sont assez courantes. Il y a ce qu'on appelle donc la Berberis vulgaris, donc sous le nom latin, qui s'appelle l'épine vinette, pour que certains thérapeutes connaissent. Et puis, il y a une autre variété qui s'appelle donc la Berberis aristata. Donc, majoritairement, vous allez trouver en fait ces deux variétés de plantes à la fois donc dans les principaux produits que vous verrez. Donc, la première chose à laquelle vous devez vous intéresser sur l'étiquetage ou le paquet sur lequel vous allez avoir acheté cette plante-là, c'est de prendre cette plante ou cette boîte et de regarder quelle est la variété de plante qui est derrière. En gros, les deux sources sont à peu près similaires. On verra, il y a des petites différences qui peuvent être notables et qui vont être aussi intéressantes. Dans cette Berberis vulgaris, il y a, ça renferme une substance active, et cette substance active est appelée la berbérine. Donc, c'est ça qu'on appelle la substance active, cette berbérine. Elle représente à peu près une quantité un peu moins ou égale à 5% de la plante. OK? Donc, attention à la différence, parce que quelquefois, on voit plante titrée A, 97%. D'accord? Ça veut dire que l'extraction de la plante dans sa totalité est proche de ça, mais la quantité de substance active, ce qui est différent, est de 5%. Donc, en quoi cette pharmacopée est utilisée? Elle utilisait cette pharmacopée en fait traditionnelle asiatique, surtout dans les problématiques antimicrobiennes. Quelqu'un qui venait pour une problématique de diarrhée, on lui administrait cette substance-là. D'accord? Donc, c'est dans ce cadre-là que cette substance a été beaucoup mise en avant. Donc, vous voyez, peut-être certains d'entre vous connaissent déjà cette plante, on en parle beaucoup dans la régulation de la glycémie. Mais par rapport en fait à cette substance, ce qui est très important, c'est que c'est surtout sur l'effet de régulation au niveau antimicrobien. Donc, là, ça représente un intérêt très, très intéressant pour cette propriété. Puisqu'avec une même plante, on va pouvoir jouer sur deux choses différentes. Alors, ces propriétés antimicrobiennes, elles sont reconnues à la fois antibactériennes, antifongiques et antivirales. D'accord? Donc, et la petite différence entre l'aristata et la vulgaris, c'est que la vulgaris présentera des effets anti-inflammatoires. C'est là la petite nuance. La définition de ce que c'est cette substance active, qui est la berbérine, c'est un alcaloïde. Alors, c'est une substance, on retrouve un alcaloïde, c'est une famille de molécules avec des pouvoirs thérapeutiques qui sont un petit peu divers. Donc, cette propriété anti-inflammatoire, elle est soulignée pour la partie sur la vulgaris, et puis, elle a été recommandée dans divers traitements. Donc, spécifiquement, la première, c'était ce que je vous appelais tout à l'heure, les phénomènes de troubles gastriques qui étaient liés aux diarrhées, mais également, et on va le voir plus loin, et surtout, c'est là où on le voit de plus en plus dans une mise en avant dans les laboratoires de compléments alimentaires, dans les problématiques de diabète et dans les problématiques de
cholestérol. Parce que souvent, beaucoup pensent aux levures de riz rouge, mais oublient que cette berbérine a des particularités sur ce phénomène d'aide dans les problématiques de cholestérol, sans les effets secondaires que peut présenter la levure de riz rouge. Donc, je ne suis pas un grand fan. Donc, les particularités autour de cette substance active qui est la berbérine. Alors, elle présente en fait une faible biodisponibilité. Ça, il faut le savoir. Donc, ça veut dire qu'on peut donner une quantité de plantes importante, mais il faut savoir qu'il y a très peu de cette quantité de plantes dans sa globalité qui va être assimilée et absorbée. Donc, dans la plupart des études, on verra des doses qui vont être assez importantes. On parle de 1000 à 1500 mg. C'est ça qui est assez important. Donc, faible biodisponibilité. Il y a une autre substance que vous connaissez qui a une faible biodisponibilité. Vous connaissez tous. C'est le curcuma. Ou plutôt, la substance active qui est dans le curcuma, qui est la curcumine. Elle présente les mêmes caractéristiques. Donc, en fait, elle présente aussi des problématiques de faible biodisponibilité au niveau de l'assimilation. D'où l'utilisation de certains adjuvants qu'on peut utiliser pour augmenter cette assimilation. Les vertus thérapeutiques de la berbérine, hors de ce qu'on a dit sur les problématiques de régulation au niveau de cette, on va dire, trouble gastrique, d'accord, perturbation au niveau de votre microbiote. Principalement, on a beaucoup parlé de ça, et c'est surtout les Américains qui ont mis ça en avant, notamment avec les phénomènes et les problématiques de Covid. Alors, vous savez que la plupart, en fait, mettent en lien des choses qui sont en relation entre le virus et certaines bactéries au niveau digestif. Une qui a été nommée, c'est la Prevotella, et on voit que la croissance de celle-ci participe en fait à, entre guillemets, l'implantation du virus ou l'activité de celui-ci. Certains Américains utilisent en fait cette substance dans le traitement de cette croissance de bactéries, d'accord, dans le ralentissement ou l'élimination de ces bactéries. Donc, c'est quelque chose qui est aussi intéressant, en dehors du problématique de dysbiose ou le terme de déséquilibre bactérien ou fongique qu'on peut avoir là-dessus. Hormis ceci, elle est connue surtout pour ses propriétés naturelles de régulation au niveau du diabète ou de contrôle de la glycémie. D'accord? L'intérêt, c'est un intérêt surtout dans le diabète de type 2. Okay? C'est surtout dans ce type de diabète de type 2. Alors, elle est reconnue comme ce que l'on va appeler, en fait, pour ceux qui connaissent, le médicament que les diabétiques de type 2 prennent en pharmacie s'appelle la metformine. Cette substance-là, cette metformine, a des mécanismes de régulation qui sont à peu près identiques à la substance naturelle qui est la berbérine. C'est à peu près la même chose. C'est pour ça que certains disent que la berbérine est une metformine-like, d'accord, ce qu'on appelle une metformine-like. Elle a le même pouvoir, enfin la même action, ou s'en rapproche dans le même mécanisme sur le plan au niveau de ce médicament, cette substance chimique. Là, il y a une étude qui est de 2008 qui montre qu'en fait, la prise de 1500 mg de berbérine versus le médicament, donc la metformine, eh ben, on va avoir les effets hypoglycémiants similaires avec des changements importants qui sont observés dans le groupe berbérine. D'accord? Et notamment des paramètres qui sont donnés pour les paramètres suivis chez les personnes qui ont des problématiques de diabète. Souvent, sur les analyses, on surveille en dehors de la glycémie que les diabétiques peuvent prendre avec des éléments de mesure comme des dextro. On surveille l'impact qui est ce qu'on appelle l'hémoglobine glyquée. Alors, cette hémoglobine glyquée, c'est le phénomène de ce qu'on appelle la caramélisation. C'est quel est, en fait, votre organisme, le sucre, celui-ci, ce qu'il va avoir comme conséquence au niveau de l'organisme. Cette caramélisation s'appelle la réaction de Maillard. Alors, le sucre au contact d'une protéine peut se lier. En se liant, la protéine perd sa fonction. D'accord? Donc, vous me direz, bon, ça veut dire quoi? En gros, si vous avez une enzyme a une structure. D'accord? Elle est responsable d'une activité. Mais c'est cette structure qui lui confère cette activité.
Si elle perd cette structure, elle perd son activité. Donc, si on modifie cette structure par l'effet, on va la chauffer ou par rapport à cette glycation, c'est ce phénomène qui est là, eh bien, elle va avoir une perte de fonction ou une modification, ou une perte définitive ou une perte partielle de la fonction de cet élément-là. Donc, cette glycation est un marqueur à la fois du vieillissement, mais c'est un marqueur qui va vous montrer en fait l'impact de la glycémie sur votre organisme. Parce que c'est bien beau de surveiller simplement une glycémie à jeun, mais quel est l'impact et quel est celui-ci? Quels sont les dégâts de cette glycémie? Et c'est un marqueur qui est donc l'hémoglobine glyquée. Donc, on voit que sous le groupe berbérine, on a une diminution de cette hémoglobine glyquée, au même titre que cette glycémie à jeun et de la glycémie postprandiale. Alors, la glycémie postprandiale, c'est la glycémie après repas. Et c'est souvent, en fait, cette glycémie après repas, on a ce qu'on appelle un phénomène d'hyperglycémie, donc c'est tout à fait naturel, puisqu'on a absorbé tout un tas d'aliments, et donc on a une augmentation de cette glycémie. Tout dépend, en fait, de votre organisme, comment il va gérer celle-ci. Parce que plus elle est haute, plus l'impact de celle-ci sur votre organisme sera important. Alors, comment tout ceci fonctionne? On va essayer de voir par quel mécanisme cette berbérine a une action au niveau cellulaire. Alors, il faut comprendre, si certains d'entre vous se remettent dans leur cours, vous devez voir qu'il y a certains organes qui sont cibles. Cibles pourquoi? Cibles notamment pour le stockage de cette glycémie. On absorbe le repas, la glycémie augmente, donc votre taux de sucre augmente. Il y a des organes qui vont gérer celui-ci. Comment il va être géré? Principalement, il va être géré de différentes façons. La première, il y a des organes de stockage qui vont mettre ce sucre sous la forme d'un élément de stockage qu'on appelle le glycogène, donc c'est la forme de stockage. Les organes qui sont ciblés, principalement, sont le foie et les muscles striés. Mais ils ont des réserves qui sont limitées. D'accord? Donc, une fois que ces organes-là sont saturés, ils envoient un signal en disant on ne peut plus stocker. Donc, qu'est-ce que l'on va faire de cette glycémie, de ce glucose en excès dans le sang? D'accord? Donc là, l'organisme va trouver une autre voie échappatoire. L'autre voie échappatoire, c'est de pouvoir convertir ce glucose en gras, donc en triglycérides. Et donc, le mettre sous une autre forme de stockage. Cette fois-ci, donc, votre glucose va être transformé en triglycérides et celui-ci va être stocké, mais non plus dans ce qui était donc, au niveau du foie, mais plutôt dans ce qu'on appelle d'autres cellules qui sont les adipocytes. Majoritairement, pour simplifier, on va expliquer les choses de cette manière-là. D'accord? Il y a d'autres choses qui peuvent être un peu plus complexifiées. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces organes? Donc, quand ça fonctionne bien, l'état de stockage, donc le glucose augmente dans le sang, celui-ci va être stocké sous forme de glycogène, principalement foie, muscles striés, donc vos muscles striés, c'est les organes qui sont responsables. Si on arrive à full, donc ce glucose est transformé en gras, donc en triglycérides, qui va aller s'accumuler dans ces poches qu'on appelle les adipocytes. Donc c'est le gras, ce qu'on retrouve autour de la bedaine. Donc voilà, grosso modo, un petit peu comment ça fonctionne. Maintenant, il y a des mécanismes qui peuvent arriver à faire en sorte que tout ça se dérègle. Et quand ça va se dérégler, en fait, on va avoir des insensibilités. Grosso modo, 2 hormones sont impliquées dans la régulation au niveau de votre glycémie, principalement. Une très connue, donc, c'est l'insuline. L'insuline, son rôle est un rôle hypoglycémiant. Ça veut dire son rôle, c'est de baisser votre taux de sucre dans le sang. D'accord? Quand tout fonctionne bien, votre pancréas sécrète cette hormone qui est un élément de signal qui va aller sur les différentes cellules dont je parlais tout à l'heure, qui va leur dire, elle tape à la porte, ouvrez la porte, laissez rentrer. D'accord? C'est comme ça que ça se passe. Mais il peut se passer des phénomènes. Donc, au bout d'un moment, la porte fonctionne mal
D'accord? On a un phénomène en fait de mauvais fonctionnement de communication avec cette cellule. Donc, on tape à la porte s'ouvre toujours pas. Et ce phénomène-là va porter le nom de ce qu'on appelle une insulinorésistance. Donc, la cellule devient résistante à votre insuline. Donc, le message ne passe plus. Même si derrière la porte, il y a assez de place pour pouvoir stocker. Alors, vous allez me dire comment on va pouvoir faire. Donc, grosso modo, c'est comme ça qu'il faut retenir le mécanisme. Parce qu'on va détailler comment on peut lever cet élément-là. Et l'autre hormone sécrétée par le pancréas s'appelle le glucagon. Enfin, elle a l'effet opposé de l'insuline. Son but au glucagon, c'est de maintenir votre glycémie. Vous savez très bien, il y a un organe qui est avide de sucre, c'est votre cerveau. Il ne peut fonctionner qu'avec cet élément-là. Principalement, c'est que dans les régimes cétogènes, on peut trouver des éléments de switch. Mais attention, l'élément, en fait, fonctionne principalement avec ce glucose. Donc, on a besoin de ce glucose, ni trop pour l'insuline, ni trop peu. D'accord? Parce qu'on peut se retrouver dans des états de stress très importants. D'accord? Et c'est un élément de stress très important. Donc, cette glycémie, en elle-même, il faut essayer de faire en sorte. Donc là, le coût du glucagon rentre en ligne de compte pour maintenir une glycémie, si jamais elle chute, à un niveau qui va être physiologique et bon. D'accord? C'est comme ça que les choses se passent. Maintenant, rappelez-vous de ce qu'on disait, je tape à la porte, mais ça ne répond pas. Donc, même s'il y a de la place derrière pour pouvoir stocker, la cellule, elle refuse. Il y a un élément d'insulinorésistance. Donc, cet élément-là, sur les mécanismes d'action, cette berbérine va avoir un effet sur des éléments de signalisation. D'accord? Donc, cet élément de signalisation derrière la cellule s'appelle l'AMPK, l'adénosine monophosphate activate protéine kinase. Donc, je ne vous demande pas de la retenir, mais AMPK, ça sera déjà très bien. Donc, c'est une enzyme fondamentale dans le rôle de cette énergétique au niveau cellulaire. Elle va contrôler, c'est un senseur qui va contrôler plusieurs choses dans la cellule. D'accord? C'est des voies de signalisation qui vont rétablir en fait une homéostasie énergétique à l'intérieur de cette cellule-là. Donc, premier effet, elle va améliorer la résistance à l'insuline, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. D'accord? Par deux propriétés. L'effet donc anti-inflammatoire, ça c'est lié à un élément qu'on appelle le NF-κB, certains d'entre vous peut-être le connaissent, donc c'est le senseur de l'inflammation. Donc première propriété, on voit que je tape à la porte, ça ne répond pas, c'est le processus inflammatoire qui fait que ça ralentit. Deuxième élément, en améliorant cette absorption cellulaire au niveau du glucose. Alors, les fameuses portes dont je vous parlais tout à l'heure, auxquelles en fait on tapait dessus, ces fameuses portes s'appellent des GLUT4, d'accord? C'est des récepteurs. Donc, on voit qu'avec l'âge, on a moins de portes, ou elles sont moins fonctionnelles, ou dû au vieillissement ou pour d'autres paramètres, elles fonctionnent moins bien. Donc, le but de cette berbérine, c'est par l'effet de signalisation de la MPK d'augmenter vos nombres de portes, donc d'augmenter vos nombres de GLUT4 et donc d'améliorer en parallèle cet effet d'insulinorésistance. D'accord? Donc, deux propriétés pour mieux faire pénétrer le glucose. Un, on lutte contre cet effet inflammatoire ou par les propriétés anti-inflammatoires. Et deux, on augmente les portes que sont ces GLUT4. Sur l'effet au niveau du gras, j'allais dire des acides gras, d'accord? Il existe, donc, vous avez la cellule, à l'intérieur, il y a le noyau, autour, il y a différentes machineries, et dans celle-ci, il y a un élément qui est une usine énergétique, ou plusieurs, qui sont ce qu'on appelle les mitochondries, d'accord? Donc, c'est ce qui nous produit l'énergie à l'intérieur de nos cellules. Cette mitochondrie, elle a pour rôle donc, de production de cette énergie, elle peut le faire par deux voies, soit en utilisant le sucre, soit en utilisant le gras. Et lorsqu'elle va utiliser
le gras, elle va le faire par cet élément qu'on appelle la bêta-oxydation. Donc, en utilisant cette substance, on va activer, parce que vous cherchez entre guillemets, allez, j'aime pas ce terme de brûleur de graisse, mais par rapport à ce biais-là, on va activer l'effet de destruction, d'utilisation, de meilleure utilisation du gras par cet organelle au niveau cellulaire. D'accord? Donc, on va augmenter l'effet de pénétration de ces acides gras dans la mitochondrie, donc de production d'énergie, en utilisant préférentiellement cette voie-là. Et aussi, elle a en parallèle un effet au niveau de ce qu'on appelle la biogénèse mitochondriale. Alors ça, on a beaucoup parlé des effets en fait du sport, notamment sur cette biogénèse. Alors cette biogénèse mitochondriale, c'est la définition de renouvellement. Parce que pour avoir une cellule qui est en bonne santé, il faut qu'à l'intérieur, ces éléments qui produisent l'élément énergétique soient aussi performants. Parce qu'une mitochondrie qui vieillit, elle va produire un stress oxydatif. Donc, elle va avoir plus d'effets au niveau délétère que bénéfique. Donc, l'intérêt, c'est de détruire ces éléments-là et de renouveler des nouvelles. Donc, la biogénèse mitochondriale par cet effet-là. Enfin, la petite différence, c'est que cet élément-là, qui est ce senseur qu'on appelle l'AMPK, est un élément qui est à la fois actif au niveau du foie, du cerveau et du muscle, qui sont déjà en fait 3 organes principaux. C'est un élément, et c'est là que c'est très, très important, de bien voir la différence et l'application de cette substance sur ces 3 éléments-là. Alors, ici, en fait, on va reprendre différentes choses. En dehors de ce qu'on a dit sur l'aspect, sur le plan au niveau régulation du microbiote, d'accord? Régulation de ces dysbioses, de ces déséquilibres au niveau du microbiote. On voit que par l'effet d'absorption de cette substance, on a des actions sur différentes substances, sur différents, on va dire sur différentes applications dont on n'aurait pas pensé celle-ci. Et c'est là que c'est très intéressant, puisque ce qu'on a nommé tout à l'heure, c'était régulation de la glycémie, régulation au niveau des triglycérides et des lipides, des LDL, hein, et l'autre paramètre, c'est la régulation de ces dysbioses au niveau intestinal. Par effet de ricochet, le premier impact serait sur un neurotransmetteur qui est la sérotonine. Alors, dans une publication, on voit que chez certaines souris, l'effet d'administration de cette berbérine, sur simplement 15 jours, on a une augmentation de la production de cette sérotonine qui est augmentée de près de 47%. Alors, par injection, alors que par usage oral, elle n'est que de 22%. Alors, pensez toujours que par le biais ou le mécanisme d'action, c'est souvent la régulation du microbiote parce que quand on parle de l'intestin, vous savez maintenant, en fait, dans les avancées, l'intestin est votre second cerveau et votre cerveau, notamment, c'est Denis Richet qui en parle, votre cerveau est votre deuxième intestin. Donc, il y a un lien hyper étroit entre ces deux phénomènes-là où on montre que quelqu'un qui n'est pas très bien sur le plan au niveau avec une dépression, des troubles du sommeil associés, chercher avant d'aller vers des solutions directes au niveau cérébral sur un effet plutôt de régulation de son microbiote, de traiter celui-ci. Parce qu'on va déjà performer l'effet au niveau de la production de ce neurotransmetteur. Deuxième effet, c'est l'effet au niveau de l'Alzheimer, donc cette pathologie neurodégénérative. Alors, là, il est montré que l'effet, c'est sur une enzyme. Donc, dans ce type de pathologie, on a une diminution qui est avérée d'un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine. D'accord ?
on a une diminution du taux de cette acétylcholine. Dans le Parkinson, c'est un autre neurotransmetteur. C'est la dopamine. Ici, on voit que l'administration de cette substance a une action sur une enzyme qui est responsable de la dégradation de ce neurotransmetteur. Donc, en allant inactiver celle-ci, on augmente de manière de facto le taux de ce neurotransmetteur. On va augmenter le taux de ce neurotransmetteur indirectement. Alors, il faut voir que ce neurotransmetteur, on le retrouve, notamment, c'est l'élément qui est impliqué dans la mémorisation. Voilà. Donc, pour voir par rapport à ça. Donc, ce n'est pas que simplement focus sur ce type de pathologie, mais dans les troubles par rapport à des problèmes de cognitif, de mémorisation. Ça peut être aussi une piste intéressante. Donc, autre paramètre, donc l'hypercholestérolémie. On voit que dans cette étude, l'effet, l'administration de la berbérine sur 3 mois, elle a permis de faire baisser le taux de LDL de 25%. À voie orale. Hein. Le mécanisme, il a été en fait montré tout à l'heure. Donc, c'est une activité avec une expression des récepteurs LDL au niveau du foie pour une meilleure utilisation de celle-ci. Pour ne pas éveiller, en fait, faire en sorte, toujours penser que ces éléments ne doivent pas rester trop longtemps dans la circulation. Soit ils sont stockés, soit ils sont utilisés. Mais là où commence à s'accumuler, c'est là qu'on va commencer à avoir des dégâts. Donc, c'est dans une meilleure utilisation. Et l'autre effet, c'est via aussi cet élément dont on a parlé tout à l'heure, qui était la bêta-oxydation au niveau cellulaire. Donc ça, c'est dans la meilleure utilisation. Donc ici, c'est plutôt dans une meilleure absorption, en augmentant les récepteurs, notamment hépatiques, pour mieux les absorber. L'autre élément dont on a parlé tout à l'heure, c'était les triglycérides, haute forme de stockage des éléments gras. Et là, c'est l'administration de la berbérine à dose de 1000 mg dans cette étude qui montre que sur une durée de 4 semaines, on a une baisse de 16%. Donc ça, c'est des mécanismes un peu particuliers. Donc, c'est des mécanismes cellulaires qu'on appelle via des PIPAR. C'est des voies de signalisation, hautes voies de signalisation, notamment dans les cellules qu'on appelle les adipocytes. D'accord ? Donc, les adipocytes sont des éléments de stockage. Je vous ai dit, c'est des cellules. Attention, il faut bien penser que le tissu adipeux est souvent montré comme un tissu de stockage, mais c'est faux. C'est un tissu qui est un tissu vivant. Il est vivant par quel biais? Il est vivant dans le fait où l'accumulation de ces éléments gras à l'intérieur du tissu va faire en sorte que ce tissu va se mettre à produire ce qu'on appelle des cytokines, donc des éléments de communication sur le processus à la fois, donc qui sont des cytokines pro-inflammatoires. Donc, et là, c'est là que interviennent d'autres phénomènes qui sont en effet de ricochet. Donc, c'est là aussi, il faut voir aussi que un tissu adipeux, oh, ok, j'ai pris du ventre, non, ça va, c'est juste, j'ai un peu trop de gras. Non, c'est un tissu qui va avoir un effet délétère par ces éléments qu'on appelle ces éléments de communication qu'on appelle les cytokines, et pro-inflammatoires, des dégâts sur le plan au niveau cardiovasculaire, cérébral, de perturbations sur votre système immunitaire et autres. D'accord? C'est comme ça qu'il faut essayer de le voir, cet élément-là. Enfin, l'hypertension artérielle. Elle a été montré que cette berbérine, elle a une action par le biais de la vasodilatation au niveau artériel. Donc, elle permet en fait d'augmenter la vasodilatation et de diminuer l'effet de vasoconstriction au niveau artériel. D'accord ? Et ça, le mécanisme, il est montré par l'expression d'un élément qui est le inos et qui diminue en fait des molécules sans sécréter. On n'a pas besoin de trop en parler, mais à savoir que l'élément qui est le plus important est appelé le NO ou oxyde nitrique. Et cet NO-là est un élément qui est obtenu à partir de dérivés nitriques, d'accord, et qui va permettre de réguler l'effet de vasodilatation. Il y aurait presque une conférence à faire sur l'oxyde nitrique. C'est très, très intéressant. Ce n'est pas beaucoup montré, mais c'est un élément qui est très puissant. Okay. Alors, ensuite, sur l'obésité,
on a vu que l'effet sur l'obésité dans cette étude, après une administration de 12 semaines de traitement, on a une diminution qui est à peu près de 2,3% de la masse graisseuse, donc 12 semaines. Alors, à souligner, sans changement de régime particulier. Et ça, c'est ce qui est intéressant. D'accord? Parce qu'accompagné d'un régime, je pense que dans l'étude, on n'aurait pas eu les mêmes résultats, mais sans changement de régime particulier. Donc, on a une diminution d'à peu près 4% de la masse adipeuse, sans changement de réduction sur 12 semaines, avec une seule substance. Pas d'activité sportive associée au côté. Et enfin, l'effet sur le système immunitaire, avec l'administration de cette substance comme un élément qui va inhiber l'activité de certaines protéines pour, on va dire, réguler l'effet des cellules, ce qu'on appelle les cellules spumeuses ou macrophages spumeux, qui sont impliqués dans la formation des plaques d'athérome. Alors, en gros, tout à l'heure, je vous ai dit, il ne faut pas que dans votre sang, il y ait trop de choses, d'accord, qui circulent. Ni trop de sucre, ni trop de gras. Votre organisme va mettre en place des mécanismes pour les diminuer. Okay. L'autre mécanisme vis-à-vis des éléments gras circulants, c'est que votre système immunitaire est capable de réagir contre. Et donc, il va médier des cellules, notamment des macrophages, qui sont en fait comme votre camion poubelle qui passe le matin. Donc, il va absorber ces éléments gras et qui va permettre en fait de les stocker. Mais ce macrophage l'accumule et il se transforme. C'est ce qu'on appelle un macrophage spumeux, donc gras, on va dire. Et il se laisse mourir et c'est là qu'il entre dans l'apparition des problématiques de plaques d'athérome. Et là, c'est ça qui est intéressant, via l'effet d'administration de cette substance qui est la berbérine. J'espère que tout le monde est OK. Oui, on est tous OK. Ah, alors c'est bon. J'espère que c'est clair. Un petit focus sur la berbérine à la flore intestinale. Alors, tout à l'heure, on a parlé de l'effet de cette substance sur l'effet antibactérien, antimicrobien, d'accord, de manière assez large, antimicrobien. Ça a été montré. Donc, là, cet effet-là. Mais, notamment, toujours la même personne que j'aime bien, donc Denis Richer, parle beaucoup des problématiques d'endotoxines. Donc, ce qu'on appelle les endotoxines, ce sont les LPS. Les LPS, c'est l'acronyme pour lipopolysaccharides. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont en fait soit des substances sécrétées toxiques, des toxiques de ces bactéries, sécrétées par ces bactéries, ou qu'on appelle des endotoxines bactériennes, ou des mycotoxines sécrétées par des champignons, qui vont en fait avoir, pas simplement, en fait, ce sont des déchets qui vont être gérés par votre organisme, mais ils ont des éléments de signalisation. C'est-à-dire que sur votre intestin, vous avez des récepteurs. Il y a des récepteurs qu'on appelle les TLR4. Ils sont toute une famille de récepteurs, mais plus spécifiquement ceux-là. C'est des éléments de signalisation. Il faut savoir que comment votre organisme sait ce qui se passe à l'intérieur de votre intestin. Il faut bien qu'il ait des éléments de surveillance, d'accord? Il faut le voir comme ça. Comment se passe en fait dans cet environnement intestinal la cohabitation entre ces bactéries. Est-ce que c'est le foutoir? Est-ce que tout va bien? Est-ce qu'il y en a une qui prend le pas sur l'autre? Donc, il a des éléments, des senseurs qui permettent des indicateurs. Ce sont ces indices. Voilà. Donc, ces récepteurs-là, donc ce qu'on appelle de cette famille-là les toll-like récepteurs, donc spécifiquement les TLR4, les toll-like récepteurs de type 4, lorsqu'ils captent ces éléments que sont les LPS, envoient un signal d'alerte, d'accord, pour dire il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, il y a quelqu'un qui est en train c'est en train de très mal se passer.
Donc, il envoie en fait ces éléments de signalisation sur le processus inflammatoire. Et ces toll-like récepteurs sont des éléments qui peuvent entraîner une perturbation sur votre système immunitaire par un déclenchement du processus inflammatoire et directement sur votre muqueuse intestinale. Donc, par un effet de dégradation de celle-ci. Donc, l'importance, c'est de ne pas se focaliser des fois sur l'effet que simplement cette perméabilité intestinale dont tous les naturopathes parlent, qu'il faut la voir sous l'angle, bien sûr, de l'alimentation, de l'environnement de celle-ci, des toxiques, des toxiques absorbés dans l'alimentation, mais aussi des voies de signalisation impliquées, notamment par l'effet de ces toll-like récepteurs. Donc, il faut le voir aussi par rapport à ça. Alors, au niveau de cet effet, au niveau de cette berbérine, elle a un effet directement au niveau immunitaire et préférentiellement, en fait, elle a un effet de sélection de certaines bactéries productrices de ce qu'on appelle des acides gras à chaîne courte. Alors, c'est deux noms qui vous sont cités là-dessus, donc le butyrate ou l'acétate. Alors ça, c'est des voies qui sont menées notamment avec des groupes de médecins de chez MediPrevent qui sont notamment un peu en avance là-dessus, et montrent que quel est le bénéfice d'avoir, parce qu'on parle d'un microbiote qui est à 100 000 milliards de bactéries, d'accord? Le bénéfice, c'est qu'on vit avec ce microbiote en symbiose. Lui, on lui apporte, selon ce que l'on va lui apporter, il va plus ou moins nous le rendre bon ou bien. Notamment lorsqu'on va apporter ces éléments qui sont certaines fibres, pas tous, certaines fibres vont nourrir, entre guillemets, ces bonnes bactéries qui, à leur tour, en bénéfice, vont nous donner ces acides gras à chaîne courte qui vont nous servir principalement d'éléments au niveau de votre muqueuse intestinale et au niveau du côlon, comme éléments de réparation ou énergétique ou anti-inflammatoire ou de modulateur au niveau de votre système immunitaire. C'est là l'intérêt de ces éléments qui sont de ces fibres via ces acides-là. Okay. Alors, les propriétés antidiarrhéiques, on les a vues tout à l'heure, donc on en a parlé. Petit focus sur berbérine et cancer. Alors, des fois, il faut prendre beaucoup de pincettes quand on attaque ce type de thématique, cette thématique-là. Donc, on va en dire un mot, d'accord ? Et on parlera dans ces phénomènes-là, non pas de traitement, mais quelque chose dans l'accompagnement, soyons bien d'accord. Là, on montre que dans une étude, il est montré que l'utilisation de cette substance peut être un élément un élément d'accompagnement, on va dire, et c'est un élément qui va permettre de potentialiser les traitements qui sont faits autour. OK ? Bon, classique, suivi par un oncologue, etc. D'accord ? Donc, on montre qu'on va parler du mécanisme. Alors, le mécanisme, à l'intérieur de la cellule cancéreuse par rapport à la cellule normale, la cellule cancéreuse est dite immortelle. Alors, et la cellule normale a une capacité de ce qu'on appelle mortalité ou ce qu'on appelle l'apoptose. L'apoptose, la capacité de mourir. Donc, il y a des voies de signalisation. Quand il y a des dégradations ou il y a un mauvais fonctionnement, il y a toute une signalisation à l'intérieur qui enclenche ce processus de suicide de la cellule. Donc, notamment, c'est cet élément-là qu'on appelle le P53. Cet élément-là qu'on appelle le P53, lorsqu'il est activé, toute la signalisation part, et on va avoir ce phénomène de suicide qui se met en route. Dans le cadre d'une cellule tumorale, il y a des facteurs qui vont couper cette signalisation et empêcher l'activation, ou il y a une inhibition de ce P53. Donc, notamment, il y a des études qui sont faites sur un senseur qui s'appelle le mTOR. Alors, vous en aurez entendu parler. Ce mTOR
qui est l'acronyme pour Mammalian Target of Rapamycin. Et cet élément-là, il est notamment il est impliqué dans la synthèse des protéines. Il est, par l'effet, en fait, il contrôle ces phénomènes-là. C'est un peu complexe parce qu'il fait beaucoup de choses, mais notamment sur cet élément de suicide, il permet, lorsque celui-ci il est allumé, il va inactiver ce P53. La capacité de la cellule, elle peut plus mourir. Ben, elle sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur. On coupe cette capacité de suicide de celle-ci. On a remarqué que l'utilisation par cette voie de la metformine ou la berbérine peut provoquer une inhibition de celle-ci, donc redonner la capacité à la cellule de mortalité, de mort. D'accord? Donc, retenez ça. C'est un peu, voilà, on va dire, la cerise à la fin de cette conférence. Ça peut être très intéressant aussi en accompagnement. Je dis bien en accompagnement. Alors, autre phénomène qui est très, très courant en ce moment, c'est les bénéfices sur ce qu'on appelle le NASH. Alors, le NASH, c'est aussi les problématiques, autrement dit, ça c'est l'acronyme américain ou anglais, sur ce qu'on appelle la stéatose hépatique. D'accord? C'est ou le foie gras. Donc, on voit que l'apparition de celle-ci est multifactorielle. D'accord? Il y a des phénomènes de résistance à l'insuline, d'hyperglycémie, d'hyperlipidémie, des phénomènes de toxicité au niveau du foie, de l'hypotoxicité au niveau hépatique, de dysbiose intestinale, facteurs multiples et tout ça. L'intérêt de la berbérine est très important dans celle-ci parce que c'est un élément qui est de plus en plus en apparition. On le voyait beaucoup outre-Atlantique chez les Américains, on le voit beaucoup maintenant en Europe et voire maintenant chez les enfants, les consommateurs. C'est ce qui est appelé la maladie du soda. Okay, donc, c'est par rapport à ça, il faut voir que la berbérine, elle a une action par rapport à l'effet d'inhibition de la synthèse des acides gras à travers, en fait, l'effet de stimulation de la MPK. Donc, sur l'effet de ce NASH. Alors, j'ai fait un petit comparatif sur différentes substances sur le marché. C'est à titre d'indication, on va dire, entre des choses qui sont retrouvées là-dessus. Alors, on voit ce que je vous disais tout à l'heure, ce qui est important, l'extrait pur, voir est-ce que c'est de l'Aristata ou c'est de la Vulgaris, d'accord? Et extrait pur, ce qui signifie à 97%, d'accord? C'est l'extrait pur de plantes. La substance active n'est absorbée qu'à partir de 5%, d'accord? Là, le produit qui est proposé chez nous contient en même temps la B3 et du chrome, donc ce qui va être intéressant. Et l'intérêt, donc, c'est grosso modo la même chose. On va retrouver à 500 mg chez principalement chez chacun de ces concurrents-là. Mais ce qui va être important de retenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la biodisponibilité étant faible du produit, en quoi celui-ci est intéressant. Alors, il est intéressant parce que vous allez voir que le produit qui est commercialisé chez Energetica est un produit qui s'appelle la berbérine HCl ou berbérine hydrochloride. Alors, cette berbérine hydrochloride, en fait, lui confère une particularité d'augmenter de quasiment presque 30% l'absorption du produit. C'est là où c'est très intéressant. Donc, ça, c'est un plus le cofacteur qui sont à l'intérieur. Et aussi, il bénéficie d'un élément qu'on appelle le green extraction et qui permet en fait d'adopter des techniques où on n'utilise pas de solvants chimiques pour l'extraction de la substance. Okay, donc, les éléments qui sont concentrés par rapport à celle-ci. Donc, la dose, elle est à 500 mg et c'est quelque chose qui est pur à plus de 98% grâce à cette éco-extraction. Et on a en fait, par cet élément qu'on appelle cette berbérine hydrochloride, il n'est ni OGM et il n'y a pas d'excipient toxique ou chimique à l'intérieur. Voilà pour ce que j'avais à dire sur cette berbérine. Je pense qu'au niveau du timing, c'est bon.
pile poil, presque à 5 minutes. Hein. Et donc, on va passer aux questions. Alexandra, si tu es... On a pas mal de questions. Une question de Virginie. Est-ce qu'avec la berbérine, on a une action sur les hypoglycémies fonctionnelles dans le cadre d'une chirurgie bariatrique, comme une sleeve par exemple? Alors, si on prend ce qu'on disait tout à l'heure, alors hypoglycémie fonctionnelle signifie que la personne a une problématique d'hyperglycémie qui est mal gérée, d'accord? C'est-à-dire que votre pic de glycémie monte trop haut, l'insuline se déclenche et ensuite la glycémie descend trop bas. Et on est à 2 heures après ou 1h30 après ce repas-là en hypoglycémie. Typiquement, on a envie de bâiller, on est fatigué, voire on a juste une chose, c'est aller se coucher. Donc, ce qui se passe par rapport à ça, la réponse, c'est oui. Par quel mécanisme? Par les mécanismes d'insulino-résistance. Parce que le point de départ, c'est parce que la gestion de cette glycémie-là, de cette glycémie, est mal faite. C'est-à-dire qu'on a cette insulino-résistance qui fait que votre organisme, pour pouvoir stocker celui-ci, ben, il n'y a pas d'effet de rétrocontrôle. Il y a au départ une certaine dose d'insuline qui est nécessaire, et là, eh ben, et regarde juste après, ben, il y a autant de glucose. Eh ben, là, elle renforce. Mais ce n'est pas lié à l'insuline, c'est lié au glucose qui se maintient. Donc, il y a cet élément-là où il faut le faire pénétrer et gérer en même temps l'insuline résistant. Donc, la réponse, c'est oui. Et commencer par 2 fois 500 mg au milieu des repas principaux. D'accord. Bon, tu as plein de merci. Est-ce qu'une ombeline qui veut savoir, est-ce qu'on peut l'associer en complément lors d'une prise en charge de maladies auto-immunes avec du bouleau? Est-ce que c'est jouable berbérine et bouleau? Alors, pour la sève de bouleau, aucun problème. Et pathologie auto-immune, il n'y a pas quelque chose qui est montré souvent où c'est un élément qui est un immunostimulant. On l'a vu tout à l'heure par ce biais-là. Donc, plutôt un effet un peu suppresseur sur les macrophages notamment. Donc, pas de problème dans ce cas de figure, que ce soit dans l'adjonction des traitements à la sève de bouleau ou des problématiques de pathologie auto-immune. D'accord. Pauline qui voudrait savoir si on peut conseiller de la berbérine à une femme en cours d'allaitement et quelles sont les contre-indications, s'il te plaît. Alors, contre-indications. Alors, pour l'allaitement, la grossesse, je donne très peu de choses. L'allaitement, surtout, parce que la substance peut passer. Comment on va réguler les éléments? Donc, on dira non. Dans le cadre de l'allaitement et la grossesse, non. Par contre, l'autre question vis-à-vis de… C'était… Attends, excuse-moi, ça m'a échappé, Alex. La deuxième question. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Donc là, tu nous as expliqué femme enceinte, allaitante, on ne conseille pas. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres contre-indications? Voilà. Alors, dans les autres contre-indications, souvent surveillées, on a vu tout à l'heure que c'était une metformine-like. Donc, pour les personnes qui sont sous traitement médicamenteux, bien faire un suivi si jamais ils prennent la décision d'utiliser cette substance et qu'ils ont le médicament en parallèle, attention à ne pas faire chuter de trop votre glycémie. Donc, cette surveillance doit se faire en parallèle avec votre médecin ou votre thérapeute dans le suivi de cette prise au niveau de cette substance. Ça répond effectivement à la question de Patricia concernant la prise en charge dans le cadre du diabète de type 2. Il faudra faire très attention et travailler en collaboration avec le médecin généraliste. Vous savez qu'on a quand même de la chance. Ces 15 dernières années, les médecins généralistes ont l'habitude de travailler avec nous, donc ils savent très bien ce qu'il en est. Mais d'un point de vue protection des usagers, c'est important de bien repréciser à votre consultant qu'il faut demander l'avis du médecin et que bien entendu, vous avez vu des études, Zacharia nous a donné plein d'informations très, très enrichissantes, mais il faut faire attention. Virginie qui voudrait savoir, dans le cas d'une prise de traitement allopathique pour l'hypertension, qu'est-ce que tu nous conseilles avec la berbérine, s'il te plaît, si on peut y aller en complément? Alors, en complément, le plus simple, c'est le magnésium. D'accord? Choisir des bonnes formes de magnésium. Après, l'effet, souvent, l'hypertension en elle-même, il y a plusieurs facteurs qui sont impliqués dedans. Souvent, les mécanismes peuvent être en lien aussi avec une problématique surrénalienne.
Donc, faire le lien avec la surrénale, c'est souvent aussi intéressant. Parce qu'il peut y avoir des hypertensions dues. Alors, on aurait pensé que c'est une activité surrénalienne importante, mais tout dépend en fait de quelle partie. Il y a ce qu'on appelle les cortico-surrénales et l'intérieur, le cœur s'appelle la médulo. Par effet d'épuisement chez certaines personnes, en état d'épuisement, donc on a une cortico qui diminue en activité, une médulo qui file, et dans la médulo, si là, c'est dans l'action de celle-ci, on regarde quel est l'élément qui est sécrété par celle-ci, c'est l'adrénaline. Donc, on peut se retrouver avec des personnes avec des problématiques cardiaques qui augmentent et ils font des pics de tension, et souvent là-dessus. Donc, ce qui sera conseillé, la berbérine fonctionne, et ça a été testé. Bien, dans ce cadre-là. Dans l'autre cadre, le magnésium, très important. La vitamine C, d'accord. Les oméga 3 sont aussi intéressants dans cet effet de régulation pour les propriétés anti-inflammatoires et autres. Et aussi surveiller sur le processus de fatigue surrénalienne. Fatigue surrénalienne, souvent, on a un produit qui s'appelle notamment l'ADHS, ADHS, qui est intéressant pour cette fatigue surrénalienne. Je ne parle pas de burn-out, je parle de fatigue surrénalienne. Voilà. Bon, après, ça pourra faire l'objet d'une autre conférence. Je sais que tu es aussi plein de compétences sur la fatigue surrénalienne. Je pense que c'est quelque chose que les jeunes naturaux, des fois, ont un peu de mal à voir lors des bilans. Et c'est vrai, c'est important. Ces dernières années, on a vu quand même une augmentation à ce niveau-là en termes de prise en charge. Une question pertinente de Karine, c'est un alcaloïde. Donc, quelle est la durée du traitement quand on supplémente en berbérine, s'il te plaît? La durée de traitement dans le temps? Oui, s'il te plaît. Alors, par rapport à ce qui a été montré dans les études, vous avez vu tout à l'heure, on a parlé jusqu'à 12 semaines. D'accord? Alors, moi, dans les prises sur le traitement en naturopathie, je ne suis jamais pour les prises en continu. Faites des traitements qui vont de 1 à 3 mois. C'est mon avis personnel. Après, chacun aura le sien. Hein. Mais de 1 à 3 mois. Et puis, on fait des fenêtres de un mois sur 2 ou 1 mois sur 3. D'abord, c'est mieux à gérer, ou alors 5 jours sur 7, tout dépend comment vous allez les acheter. Dans la durée, on a vu que ça pouvait aller jusqu'à 12 semaines de traitement. Donc, on peut faire des fenêtres thérapeutiques, on leur dit d'arrêter le week-end, ou au contraire, on leur dit d'arrêter 3 semaines. Et ça dépendra de l'état général et de la vitalité de votre consultant également. Tu as plein de merci, très bonne conférence, très riche. Je vous avais pas menti. Hein. A priori, tout le monde a compris. Tu vois, je suis la seule, je suis la seule naturo qui comprend pas tout. Voilà. Ou alors, j'ai beaucoup de naturo qui osent pas dire qu'ils ont tout compris. Mais voilà. Bon, moi, je m'assume un peu ceux qui me connaissent bien. En général, je dis ce que je pense tout. Zakaria, tu as été très clair. T'inquiète, tu as parlé calmement. On a bien tout compris. Même moi, j'ai compris, comme dit Alexandra. Donc, ça veut dire que c'est pas compliqué. Merci, Mimo. On va aller fort par rapport à la dernière conférence. Une dernière question. Dis-moi. Une dernière question de Myrtille. Est-ce qu'on peut la conseiller en accompagnement du SIBO pour son impact antibactérien? Absolument. Absolument. Ça représente un élément de traitement dans le cadre du SIBO comme élément. Absolument. Bon, bah, super. Mais écoute, comme d'habitude, c'était top. Merci infiniment. On a une petite piste parce que comme ça, je te préviendrai pas à la dernière minute pour nos prochains webinaires. Une soirée, peut-être juste pour toi, sur l'épuisement surrénalien. Je sais que tu aimes bien ça. Ah ben écoute, allez, il n'y a plus qu'à. Hein. Soyons fous. Bon, écoutez, on note. Jeanne-Marie, tu peux noter. On a Zakaria qui a donné devant plus de 120 personnes le oui sur le fait qu'on puisse faire. Je me suis engagé. Prochain webinaire sur l'épuisement surrénalien. Allez, c'est parti. Merci beaucoup. Passe une super bonne journée. À très vite. Et encore un grand merci à l'accueil que fait Energetica Natura pour les naturaux du syndicat. C'est un vrai plaisir. On sait que vous êtes très réactifs, vous êtes présents à leur côté et ça, pour nous, ça nous tient à cœur. Et vous faites partie des labos qui remplissent grandement le contrat en termes d'accompagnement des naturaux chez nous. Donc, encore un grand merci à ton équipe de direction qui permet tout ça. Merci à toutes et merci à tous. À très bientôt. Merci Alex. Merci à Mimo. bientôt, Zakaria. À très vite. Allez, bonne journée. Ciao. Au revoir. Bonne journée.